copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui taille les fichiers audio en pièces avec autant de précision qu'un samouraï et qui nous les livre parfaitement découpés, nettoyés et remontés. Bonjour Alain. Salut tout le monde. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, c'est la guerre. Imaginez, vous êtes en 2022, tranquillement installé devant votre télé à suivre un match du mondial. Les joueurs brésiliens et leurs adversaires sont à égalité, 3 buts partout. Et là, bim, un portail temporel s'ouvre au beau milieu du stade et des soldats venus tout droit du futur débarquent avec un message terrible. Dans 30 ans, l'humanité tout entière va perdre une guerre contre des extraterrestres bien vénères. Pour sauver votre civilisation, une seule option, envoyer des soldats et des civils d'aujourd'hui en 2051 pour lutter contre cette invasion de créatures sanguinaires. Parmi eux, Dan Forrester, un ancien soldat des forces spéciales devenu prof de bio, mais pas rouillé pour un sou. Voilà, ça c'est le pitch de The Tomorrow War, sorti le 2 juillet dernier sur Prime Video avec Chris Pratt en tête d'affiche. Un film réalisé par Chris McKay qui s'essaye pour la première fois à la prise de vue réelle. Jusqu'ici, il s'était fait connaître tout d'abord comme showrunner et monteur de 3 saisons de la série Robot Chicken. Il était ensuite passé au long métrage avec Lego Batman, le film sorti en 2017. Développé par Skydance et Paramount, The Tomorrow War devait initialement sortir en salle, mais une fois de plus, la pandémie est passée par là. Résultat, en janvier dernier, Amazon sort le chéquier et achète le film pour la coquette somme de 200 millions de dollars. Il sort sur la plateforme de streaming le 2 juillet. Un passage à la VOD est manifestement redouté par McKay. S'il vous plaît, ne le regardez pas sur vos téléphones, regardez-le sur le plus grand écran possible avec le volume au maximum, poussez le son, c'est lui qui dit ça. Mais alors, est-ce que The Tomorrow War vaut vraiment ces 200 millions ? Est-ce qu'Amazon a bien fait de mettre la main au portefeuille ? Et tiens là, le blockbuster de l'été. Allez, je vous écoute, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Ah, c'est moi en premier. Alors là, j'ai plein de variantes, hein, mais ce sera connerie abyssale, ou alors crétinerie incommensurable, ou si tu veux, imbécilité cosmique. Ça peut être plein de trucs dans ce genre-là. Très bien, on est dans la surenchère, le super. Voilà, c'est ça. Ouais, je serais plus sobre quand même, pour commencer en tout cas. Moi, je veux dire SF à papa. Oh putain. Double entendre. SF à papa, crétinerie abyssale. Ah ouais. Bon. Ouais, je crois que j'ai rarement vu un truc aussi con de ma vie. J'en ai eu des trucs cons, hein, mais alors un truc con comme ça, ça en touche une, mais vraiment. Parce qu'en fait, je pense pas, honnêtement, Steph, je pense pas qu'on va pouvoir, pendant une demi-heure, égrener les pour et les contre de la chose, puisque c'est un y a pas de pour et contre. C'est pas possible. C'est un florilège de à peu près tout ce qu'il faut faire pour faire un blockbuster foirasse total. Bon, bah donc pas de jingle de fight aujourd'hui, hein. On va tout de suite passer au dépeçage en pièces de ce film. Non, je suis un peu méchant parce qu'à la limite, les créatures du film sont plutôt... Ah, ça va. Elles sont plutôt génériques. Elles sont plutôt génériques, mais elles sont plutôt efficaces, on va dire. Et il y a quand même, aussi mal filmé soit-elle, t'as une scène ou deux qui restent sympathiques à regarder parce que ça défouraille à coups de mitrailleuse contre des bestioles à la Starship Troopers, évidemment, puisque tout est pompé sur à peu près tous les films de XF existants depuis 35 ans, ils ont tout pompé. Donc les créatures ressemblent à celles de Starship Troopers, sont crevables, t'as beau leur tirer dessus, elles continuent d'avancer, faut viser leurs points faibles, tout ça, mais bon, elles ont un design que je trouve plutôt sympathique, et elles sont mises en œuvre, en tout cas j'aime bien dans la première scène
scène où il se fusille là dans un escalier, je trouve que ça marche pas trop mal à ce moment-là, même si ça devient un peu plus pourri par la suite. Mais c'est toi qui égrène les pour les. Non, mais à part ce point, ce micro point positif, je peux te laisser peut-être contextualiser un peu les choses et on rebondira derrière. Moi, j'ai dit SF à papa pour 2 raisons en fait, c'est-à-dire que déjà j'ai l'impression que c'est un de ces films, un blockbuster perdu d'il y a 10 ans, c'est-à-dire qui aurait dû sortir en 2011, tu vois, entre World Invasion, Battle Los Angeles et je sais pas, Cowboy et Envahisseur ou ce genre de truc, tu vois, une espèce de film à concept bleu. Parce qu'en fait, le film est bleu, quoi. Bleu mauve, tu vois. Et en fait, avec effectivement, des mecs qui déjà en 2011 avaient l'impression, en tout cas dans World Invasion ou je sais pas quoi, de se dire putain, en fait, c'est trop frais de faire un truc à la Alien, quoi, ou à la Starship Troopers, et tu fais bah non. C'était déjà en retard, quoi, tu vois. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est Fils à Papa parce que film SF à Papa parce que c'est quand même un film avec plein de daddy issues, quoi, tu vois. C'est-à-dire les seuls ressorts dramatiques, c'est Chris Pratt qui a des problèmes avec son papa, sa fille qui a des problèmes avec son papa, donc à lui, tu vois, voilà, et en fait c'est littéralement les seuls ressorts d'enjeux avec en créant des situations complètement, on en parlait avec Yannick en antenne avant que t'arrives, Clémence, tu vois, donc alors, pour situer, donc c'est un film de SF avec du voyage temporel, mais on va pas faire trop compliqué, donc il y a un voyage dans le futur et un voyage dans le passé en retour. Tu ne peux aller que dans, de 2022 à 2051, dans l'autre sens aussi, mais les autres années, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, donc donc c'est pas Retour à le futur 2, quoi. On n'est pas en train de partir dans tous les sens et tout ça, etc. Donc c'est très simple à suivre. Et puis alors, pas de paradoxe temporel, puisqu'il n'envoie que des personnes qui seront mortes en 2051. Mais ça, c'est le comble. C'est le comble pour moi, de faire un film sur le voyage temporel sans paradoxe temporel. C'est un film à concept, mais en fait, tu sens que les studios, il a fait non, mais en fait, ça va être trop compliqué, les gars. Donc je pense que c'est ça. Ça va être trop compliqué d'imaginer un paradoxe temporel. Enfin, on en est là quand même. Voilà. Ce que je trouvais dramatique. Sauf que tu te retrouves avec donc un paradoxe scénaristique assez flagrant, quoi, où ils envoient Chris Pratt dans le futur, il rencontre sa fille dans le futur parce que c'est devenu une super générale, etc., qui comme d'habitude on spoil, hein. Ouais, voilà, on spoil évidemment, mais bon, ça c'est, tu le voyais venir gros comme une maison, dès que t'as vu la nana, t'as compris que c'était sa fille, quoi. Et en gros, si tu veux, ils doivent ensemble trouver l'antidote qui va permettre de niquer les extraterrestres. Voilà, une toxine qui va détruire tous les extraterrestres. Merci. Et on a vu, t'as vu le film qui a suivi. Et pour revenir en arrière, donc, il est inoculé. Et donc, l'un des enjeux, c'est mais je vais te laisser mourir, là, dans le futur. Et t'as envie de dire, mais t'es con, quoi. Non, tu vas retourner dans le passé pour la sauver. Justement, en fait, si tu veux, elle va pas vraiment mourir si tu retournes dans le passé. Et lui, il fait, non, je peux pas la laisser mourir, tu vois. Et donc, en fait, tu crées une espèce d'enjeu dramatique. Qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens parce que... Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que paradoxe scénaristique, c'est qu'en fait, les mecs mettent l'emphase dessus pendant un quart d'heure. Genre, c'est pas possible. Si, c'est possible. Non, c'est pas possible. Et en fait, tu fais, mais... Vous avez vraiment besoin de faire un film. Là, tu vas vraiment sur ça. Ouais, tu vas vraiment vers le summum, mais ça t'a. Ça, c'est le summum, mais il y a pas que ça, tu vois. Par exemple, il y a pas que ça, mais c'est la cerise sur le gâteau d'aberration constante depuis le début du récit, quoi. Par exemple, il y a un truc qui est assez formidable, c'est que ils prennent des gens, donc ils prennent des comment dire, des civils, hein, parce que c'est même pas des soldats. Ils les forment pas. C'est-à-dire, ils disent on va vous former, mais finalement on n'a pas le temps, tu vois. Parce qu'il y a une attaque dans le truc et t'as envie de dire mais c'est un truc temporel, on peut... Non, on te renvoie qu'à un endroit spécifique, tu vois, donc ok, d'accord. Et c'est de la chair à canon, parce qu'ils ont même pas de tenue, on en voit à un moment qui a sa toque de cuisinier sur la tête, ça, voilà. avec son fusil dans les bras, enfin donc, ça a voilà, pas de sens. Donc c'est un carnage. Alors ils ont le temps de se préparer pour savoir exactement qui que quoi est mort, en fait, si tu veux, en 2051, et qu'en fait avoir toutes ces fiches-là, mais ils ont pas le temps de se préparer pour les former, quoi, tu vois. Donc ils prennent des civils, ils les envoient, ils leur disent même pas comment buter les créatures, parce qu'à un moment donné, en fait, comme il s'appelle Chris Pratt, qui se retrouve à shooter une créature comme un malade, et t'as un mec qui arrive et qui dit non, il faut lui tirer dans le bide ou dans la tête ou je sais pas quoi. Dans la gorge ou dans le ventre. Voilà, et là tu te dis, ah d'accord, il faut que l'autre qui a déjà fait 3 tours en fait dans le futur, il vienne lui dire. Sinon, le prétexte c'était pas. Et là tu te dis mais c'est normal, mais parce que le crever si vous préparez rien, quoi. Le prétexte c'est de dire que si on leur disait ce à quoi ils auraient affaire, ils ne se porteraient pas volontaires. Mais si tu veux, cette aberration paradoxe scénaristique. Voilà, et cette aberration scénaristique, elle est à peu près partout dans le film. Moi je pense que j'ai rarement, quand je disais vraiment connerie abyssale, c'est que j'ai rarement vu un truc aussi débile. Mais un truc aussi débile n'est même pas réaliste, entre guillemets. J'entends par là que personne n'est aussi débile que ça. Ça veut dire qu'on a quand même des gens qui sont à la tête de studio,
qui ont des millions de dollars dans les pattes, cher. qui payent extrêmement cher, alors qui ont une trouille, j'imagine, probable des études de marché, de se dire, oh là là, paradoxe temporel, mais rien que le terme, il est trop compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité... Ça veut dire quoi ? C'est un film, non mais c'est un film fait par des gens qui pensent que les gens qui vont voir leur film sont des débiles profonds. Mais personne n'est aussi bête. Personne, même ma cousine de 2 ans ne pourrait pas écrire des dialogues aussi crétins que ça. Et puis il y a une aberration qui est assez symptomatique de... Moi je trouve, je fais vite fait là-dessus, mais qui est assez symptomatique de tous ces blockbusters qu'on fait aujourd'hui, où en fait t'as envie de dire, ok, votre concept, c'est quoi ? C'est Chris Pratt qui va aller se foutre sur la gueule avec des extraterrestres. Grosso modo, c'est ça, puisqu'on n'a même plus de paradoxe temporel, donc on peut même pas dire qu'il y a autre chose. C'est juste du spectaculaire, tu vas avoir des grosses scènes, on va shooter des mecs. Ça dure 2h30. Des scènes, il y en a quoi ? 3 dans le film d'action ? Tu dis, bon, si c'est ça, faites-nous un film d'1h30. Vous êtes débiles, vous écrivez de la merde, et vous avez 2 de QI. Non, dans ce cas-là, ne nous saoulez pas avec des scènes interminables. Pour nous raconter, comme disait Stéphane, le problème de papa avec maman. Surtout que 2 heures de film, ça se justifie à partir du moment où tu as une construction des personnages et une évolution. Ça se justifie à partir du moment où tu as besoin d'expliciter et de préciser des éléments d'intrigue. Alors là où c'est hallucinant pour moi le film, mais vraiment hallucinant, c'est tout ce que tu ne peux pas acheter comme ça, normalement dans un scénario bien construit, tout ce que tu ne peux pas acheter. Tu l'explicites, tu l'amènes, tu le construis, tu fais que le spectateur adhère à ça. Tous ces moments-là dans le film, et je donnerai des exemples, sont bâclés en 2 secondes 30, genre, on s'en bat les cacahuètes. Par contre, le truc que tu vois venir à 2 km, que tu as parfaitement compris à la seconde où il mentionne tu vas parler à ton père. Oh, ok, donc il y a un problème avec papa. Il va quand même parler à son père. Il va parler à son père, ça dure mais 10 minutes. Et grosso modo, c'est génial, parce que les phrases ne sont aucun dialogue que jamais personne ne dirait à une autre personne. C'est-à-dire, je te fais ma bio en live, donc je suis oui, alors tu comprends, je t'en veux parce que comme ça, et j'étais comme ça avant, et puis c'est passé ci, c'est pas... Donc en 3 secondes et demie, le mec, il dit tout. Il dit tout sur qui il est, il dit tout sur son problème, et puis après, t'as forcément 0 évolution derrière. Je veux dire, il se passe plus rien. Et ça, c'est interminable. Donc, dans les trucs bâclés, moi, je veux bien, bonne idée de se dire... Ok, les mecs du futur, ils veulent toucher un maximum de monde quand ils arrivent pour faire comprendre qu'il va y avoir un problème 30 ans plus tard. Donc, ok, on débarque à la Coupe du Monde de football. Moi, je veux bien, hein. À la limite, tu te dis, tu vas toucher énormément de spectateurs. Mais les mecs, ils arrivent... Non, mais ça, c'est pareil, ça a été fait... Non, mais c'est débile. Ça a été fait avec des trucs de Super Bowl où t'as vu ça dans d'autres films. Non, mais je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est génial... C'est Superman qui débarque dans... C'était quoi ce film de merde de Bryan Singer? Il débarque au milieu du Super Bowl, c'est la même chose. Mais je m'en fous de l'idée. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'un truc comme ça... Tu amènes, tu explicites, tu poses un peu ta scène. Tu fais que les mecs, ils arrivent, il y a un problème, tu vois, t'as un truc, tu mets du temps à accepter. Non, la meuf, elle arrive, elle a un micro carrément intégré, je sais pas où, et elle parle à tout le monde tout de suite en disant, bon, on est vous dans le futur, là, il y a des aliens qui vont vous niquer la gueule, on a besoin de votre aide. Balancé en 3 secondes. Mais le moment le plus top que j'adore, moi, c'est quand il dit à son père, il va chercher son père à la fin. Donc, il est en conflit avec son père. Il va chercher son père à la fin, il dit, bon, putain, j'ai besoin de ton aide. L'autre, il fait, qu'est-ce qui se passe encore? Il fait, il va falloir que j'aille en Russie, en infiltration, avec une équipe pour aller faire... Et donc, on te monte la sauce sur genre, ça va être hyper dur de rentrer en Russie, de passer la sécurité et tout ça. Boum, 2 plans après, ils sont en Russie, il n'y a aucun problème. T'es là, tu fais, mais quoi? Je comprends pas votre film de merde. C'est hallucinant. Et attends, il y a encore ce moment, en fait, où les mecs, ils comprennent, parce que, donc, paradoxe temporel, mon cul sur la commode, bah oui, parce qu'en fait, ils partent dans le futur, et là, en fait, sa fille lui dit, bon, rentre avec la toxine qu'ils ont mis quand même, parce que ça aussi, ça prend un quart d'heure. Hein. Ouais, c'est clair. Rentre avec la toxine dans le passé, et produis-le en masse, et blablabla. Ok. Il faut produire la toxine en masse pour pouvoir détruire les aliens avant qu'ils se multiplient sur Terre. Voilà. Et donc, en gros, si tu veux, l'idée, c'est de trouver le jour de l'émergence, le jour où ils arrivent, en fait, si tu veux, et de pouvoir être prêts, quoi. Ils arrivent dans le passé, et là, en fait, les mecs lui disent, bon, on peut plus aller dans le futur. Pourquoi, on sait pas. C'est plus expliqué. Tu vois, parce que le link est cassé. Oui, voilà, c'est ça, super. Hein. Tu vois, et en fait, comment il est cassé, pourquoi, comment, rien. Bah, parce que tout a cramé dans le futur. Ah... Tu vois, mais en fait, le futur, il y a un moment donné où en fait le futur n'existe pas encore. Non. Donc, techniquement, en fait, si tu veux, c'est comment ils mâchent leur voyage dans le temps. Tu vois, non, ils se sont pas posé la question. Ils se sont pas posé la question. Ah non, si, il te l'explique. C'est comme une rivière. Clémence, elle l'a vu scientifiquement. Et nous, on l'a regardé comme des gros bourrins. C'est comme une rivière avec 2 radeaux. Non, mais c'était vraiment
Non, mais explication de merde parfaite. Ça marche parce que, pas. tu sais, il y a aussi ce truc au début où ils se font embarquer, tu vois, et à un moment donné, ils font merde, il y a un problème, et en fait, ils t'expliquent pas ce que c'est le problème. En fait, ils se sont fait embarquer, mais ils tombent quand même là où ils doivent tomber. Non, ils tombent pas au bon Enfin, endroit. ils tombent pas sur la plage, Il y a- mais ils tombent dans une piscine, et en Oui, fait, ça oui, revient oui, mais oui, c'est quand oui. même là-bas qu'il faut aller. Ah bon, Non, mais ça va, t'as alors. des éléments. Il y a un truc qui est aberrant, c'est comme avec sa fille qui retrouve dans le futur, je sais pas si vous avez remarqué, mais à 3 reprises, il pose les seules questions d'enjeu fondamentales. C'est genre, tu dis que je suis là pour une raison, qu'est-ce que c'est ? Et elle répond à chaque fois, je vais te le dire, mais je ne peux pas te le dire maintenant. Tu vois, et 3 fois, c'est ça dans le film. Et à chaque fois, tu dis, en fait, le scénariste, il sait que sa révélation, il va devoir la mettre une fois dans le 2e acte et puis une autre dans le 3e acte. Donc, il te dit littéralement, parce que quelqu'un a dû lui dire, non, mais il faut poser la question parce que sinon, on comprend pas. Non, mais quand je dis, c'est un truc de demeurer, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vois te péter à la gueule, parce que je ne peux pas croire, moi, une seconde, que et le réalisateur, et Chris Pratt, aussi intégriste soit-il, et les producteurs, et tous cette myriade de gens qui a fabriqué ce film, soient à ce point teubés. Donc on est typiquement dans le produit ultra formaté par des marketeurs, des producteurs, 50 personnes qui mettent son grain de sel, qui viennent dire, là les gens ils vont pas comprendre, il faut que t'expliques, là il faut faire ça, là il faut poser la question, sinon tu vas pas y arriver. Et du coup au final ça devient une espèce de gloubi-boulga, de surlignage, tu vois, et de paraphrase pour tout expliquer comme si on avait une putain de neurone, quoi. Le problème, c'est que si tu veux, le film, au final, il propose rien qui puisse transcender ça. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, j'étais en train de raconter ce truc où il revient dans le passé, il peut plus retourner dans le futur, donc, où il peut plus attendre, tu vois, ou je sais pas quoi. Et là, c'est sa femme qui lui dit, bah, peut-être qu'en fait, ils sont déjà là. En gros, tu vois. Cette scène, Et là, en fait, apparemment, personne n'y avait pensé. Alors ça, c'est le premier truc. Donc, tu te dis, bon, déjà, voilà, tu vois, la meuf, elle a un diplôme de la NASA alors qu'elle n'est pas à la NASA, quoi, en gros, quoi, tu vois, elle a tout compris en tout le monde, juste parce qu'elle pose la question, qu'apparemment personne ne s'était posé, ni dans le futur, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans rien, tu vois. Et ensuite, les mecs lui disent, mais est-ce que vous avez un spécialiste des volcans ? Ah ouais, on a un spécialiste des volcans, il a 12 ans. Et là, tu te dis, vous avez pas un vrai spécialiste des volcans, quelque chose comme ça ? Non, mais là, ça touche au bout, là. Là, tu vois, t'es dans Independence Day, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ce niveau de débilité mentale où les mecs, ils partent avec un virus, en fait, informatique sur qui se balance en 56K, tu vois, si tu veux, dans la soucoupe volante. Donc, c'est ce niveau de connerie monumentale où, en fait, tu te rends compte que... Mais sauf que, tu vois, Independence Day, moi, j'aime pas le film, hein. Mais il y avait de la destruction massive. Michael Bay, quand il fait de la SF ou je sais pas quoi, en fait, au moins les Transformers, ils se transforment d'une manière, en tout cas dans le premier, où on n'avait pas vu ça, en fait, de cette manière-là. Donc, il y a toujours des éléments de SF que tu as envie de voir, qui te cachent la nullité du truc. Oui, et quoi, puis t'as un peu de fun. T'as un peu de fun. Voilà, un peu de plaisir à le regarder. Excuse-moi, c'est l'humour là. Starship Troopers, sous Alien. Ah, mais c'est tout. Sous tout, et pas drôle. Et tous les supposés sidekicks comiques dans le film sont tous honteux, quoi. Donc, les confrères d'Écran Large ont titré Starship Forcer. Et je trouve. Starship Forcer, oui, ça fonctionne bien. Mais ça, on devrait même pas mentionner Starship Troopers, quoi. Non, mais c'est ce que tu dis, mais ça atteint un degré d'aberration, c'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de dire maladroitement depuis tout à l'heure, mais en fait, le souci du développement, c'est-à-dire de la façon dont on pense ça, t'éclate à la gueule. Par le film lui-même, qui essaye d'être fluide et cohérent dans sa logique de demeurer, mais tout transparaît et tout est aberrant. Moi, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Alors, vu que tu regardes bien les films, Clémence, et tu auras peut-être trouvé l'explication. Mais je me suis tapé une barre de rire à un moment donné. Alors, bon, je l'ai pas vu en état normal, donc peut-être que j'avais zappé des informations un peu avant, mais je crois pas. À un moment donné, t'as une grosse scène de baston sur une espèce de plateforme pétrolière où ils essayent de s'échapper. Tu sais, ils doivent arriver à monter en haut, je sais pas. Donc ça attaque de toutes parts, il y a des aliens, tout ça. Et la station, elle explose parce qu'à un moment donné, et alors là, je n'ai pas compris d'où ça arrivait, tu vois un paquebot en flammes qui arrive et qui percute la plateforme pétrolière. Rien ne t'amène ce truc avant, hein. Tu t'étais avec les mecs en train de fighter les aliens dans la plateforme, tout d'un coup plan large, un paquebot qui est là et qui percute la plateforme, tout se fait, j'étais là, mais quoi ? Mais d'où il sort ce truc ? Alors pour moi, le film, c'est ça, quoi. Et c'est ça pendant tout le film, c'est que aberration sur aberration. Tu vois, la preuve, vous vous rappelez même pas. Ben, rematez la scène. Non, parce qu'en fait, moi, le truc dont je me rappelle, c'est qu'il saute dans le vide pour essayer d'attraper, ce qui est déjà complètement débile aussi. Non, mais c'est d'accord. Pour attraper sa fille. Mais avant ça, avec le truc. Tout pète parce qu'un paquebot enflammé arrive et percute la plateforme. Je pense qu'il manque le plan où tu voyais une créature en train de conduire le paquebot. C'est ça, exactement. C'est ça. Mouse, ou carrément, t'as eu une scène avant, ils se sont coupés, ils se sont dit c'est pas grave, ça passera crème, quoi. Et moi, je vois un paquebot en flammes qui arrive de je ne sais où pour détruire la plateforme pétrolière. Je te dis, c'est génial, quoi. C'est quand même hallucinant. Écoute, j'ai dû cligner de l'œil parce que tu vois, je l'ai même pas vu.
Non, et puis il te présente des persos qui disparaissent complètement à un moment donné du film, là, parce qu'en fait, le mec, il rentre et il dit, bah, toute mon équipe est perdue, donc t'as une nana black, là, super balèze et tout, qui est là en train de faire des pompes, tu te dis, putain, elle, on va la voir, on la voit pas. Donc, tu te dis, et en fait, le mec rentre, ils font, bon, ils sont tous morts, tu vois, d'accord, ok. Donc, en fait, à un moment donné, t'as envie de dire, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de voir Chris Pratt, tu vois, en train de courir derrière les trucs et tout, enfin, bon, c'est. Et puis, c'est pareil, il y a ce truc, parce que c'est ça, à un moment donné, en fait, t'as des enjeux, enfin, moi, par exemple, ce que tu disais, ils mettent 5 minutes sur Chris Pratt qui est au téléphone en train de passer un entretien d'embauche. Mais c'est ça. Et là tu fais, mais ça sert à quoi cette scène en fait au final il est pas dans son élément en fait, personne ne veut lui, et puis d'un seul coup il est l'homme qui sauve la situation, et c'est ça le truc, c'est que vous pouvez pas faire mieux. Mais exactement, mais ce que tu dis, ça traduit un autre truc, c'est que, enfin tu vois, c'est ce genre de film là, à force de ces réécritures probablement intempestives, de ces exigences qu'on a dû donner. Le scénariste, c'est le scénariste d'un film que j'avais vu avec, alors je me rappelle plus exactement du concept, mais je me rappelle qu'il était très très con. C'était 24 heures limite avec Ethan Hawke, tu vois, qui en fait meurt et revit pendant 24 heures, donc il peut gérer un truc en fait, si tu veux, il meurt et en fait il y a juste un truc et il revit pendant 24 heures, mais version, il s'appelle Zach Dean, mais version pseudo-réaliste, c'est-à-dire Jason Bourne et tout, tu vois, et en fait si tu veux, tout le truc c'est qu'il revit et tout va bien. Il peut latter 15 000 mecs et tout ça, etc. Mais il meurt quand même au bout de 24 heures. Et au-delà de toutes les aberrations narratives du film, c'est que... Non mais bien sûr, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression de voir en 2h20 tous ces films là qui sortent, ces gros blockbusters, mais je veux dire, je pourrais citer des Fast and Furious, je pourrais citer plein d'autres trucs là. On en arrive à un stade où, en fait, c'est plus des œuvres qui essayent d'avoir une quelconque cohérence. Ce n'est plus des œuvres qui essayent de créer et de développer des personnages. Ce n'est donc plus ce qui était la fonction de ce cinéma populaire, qui est quand même de te donner des figures références ou alors des figures critiques, mais qui te donnent une volonté soit de t'élever, soit d'appuyer là où ça fait mal par rapport à la société. Le cinéma peut aller entre ces deux prismes-là, tu vois. Mais il y a plus du tout ça, il n'y a plus aucune émotion, c'est du collage de référents, c'est-à-dire, tu parlais à l'instant de la scène de l'explosion de la truc pétrolière avec ce ralenti et ce plan très Zack Snyder, tu vois, t'as l'impression qu'il est sorti de 300 le plan, tu vois, c'est genre, ok, on te fait le jeu, mais il n'est pas amené, il n'a ni queue ni tête, tu sais pas pourquoi il est là, on va te faire une référence à Alien à un moment donné, parce qu'on s'est dit, ah ben tiens, il se passe ça dans Alien, c'est cool, mais on sait pas ce qui justifie cette scène en amont et après en aval dans le film, donc en fait, on prend moi j'ai vécu ça dans d'autres univers où j'ai travaillé, d'autres univers créatifs où j'ai travaillé, où c'est exactement ça. T'as affaire à une génération, il y a une génération de gens qui arrivent, qui sont créatifs, entre guillemets, et qui en fait ne fonctionnent que par référent. C'est comme, quand on le dit souvent, tu sais, s'amuser à dynamiter des codes. Encore faut-il comprendre ce qu'est en code. C'est facile de dire un truc c'est facile de dire ce qui est cliché, encore faut-il comprendre pourquoi quelque chose est un cliché a une valeur. Un cliché a une valeur. Il a un sens à la base. C'est pour ça, probablement, qu'il est devenu cliché, si tu veux. Donc, tu peux pas... c'est comme un cop, tu peux pas prendre une posture iconique d'un personnage, faire un truc à ton alien, faire dire telle chose à ton personnage parce que c'est cool dans tel film, ou cool dans un autre film, et ne t'être jamais posé la question de pourquoi ça y était à ce moment-là dans le film, qu'est-ce qui avait amené cet élément, et en quoi cet élément avait des conséquences derrière. Et donc, si tu veux, voilà, on a un patchwork. On a un collage de trucs pompés dans n'importe quel sens et mal fait. Et au milieu, c'est Homer Simpson, quoi, le héros d'action. Et Chris Pratt, je l'ai jamais vu aussi peu jouer de ma vie. Il est fadasse, mais du début à la fin, c'est hallucinant. Il est mono-expression. Il est dans un non-jeu total, quoi. C'est un truc de fou. Ceci dit, le truc, c'est que même son père, il a l'air plus caisse, en fait. Mais c'est clair, c'est énorme. T'es un vrai acteur. Déjà, c'est un vrai acteur, d'accord, mais enfin bon, il a rien à jouer. Et ensuite, l'autre truc, c'est qu'il est surbaraqué. Tu te dis, mais ça servait à quoi de se surbaraquer comme ça parce qu'il a fait le Vietnam. Ouais, on est d'accord, il a fait le Vietnam, mais enfin bon. Il insiste suffisamment dessus, hein. Mais le Vietnam, c'était il y a 60 ans. Il y a 40, 50 ans, quoi, je sais pas, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que le mec est surbaraqué. Il a aussi un avion et il peut passer en Russie comme il veut. Tu vois, non, mais c'est finesse d'écriture absolue. C'est ça. Bon, moi, pour finir, oui, vas-y. Tu parlais d'enjeux de société aussi. Moi, il y a un truc qui m'a quand même frappé, c'est que ces fameux aliens, pourquoi est-ce qu'ils arrivent dans, on va dire, une quinzaine d'années sur Terre? C'est pour nous culpabiliser, nous, la génération d'avant. Non, ils étaient déjà sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en sommeil au fin fond d'un glacier et que le réchauffement climatique a fait fondre le glacier et ça les a libérés. Et ça... à aucun moment c'est traité.
Non. Ils auraient pu en faire un enjeu du film. Il y a un film. truc, c'est que Bah, je c'est pense dans le que c'est un concept, film, en c'est un film qui déculpabilise aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, le propre de la SF, quand même, à la base, c'est quand même, normalement, hein, si tu veux, quand ça évoque certains thèmes et tout ça, etc., de te prévenir, on va dire, d'anticiper des choses, d'anticiper ce qui peut arriver dans le monde, etc., te mettre l'accent sur quelque chose pour te dire attention, il y a ces trucs-là. Mais là, en fait, ce film-là, c'est la faute des aliens. Donc tout va bien, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est le vrai problème, c'est les aliens, c'est ça qui va nous tuer. Oui. Tu vois. Après, le réchauffement climatique, ça va. Tu vois, Amazon, tout va bien. T'as quand même. Donc, en fait, c'est un moment donné, tu te dis, c'est. Non, mais t'as raison là-dessus. Après, t'as quand même le truc quand même très actuel du choc des générations. Tu vois, c'est quand même une façon de dire regardez, à cause de vous, ça va niquer la planète, donc à vous de payer et de venir vous sacrifier pour sauver les générations futures. Ça n'est même pas dit. Non, mais ça, c'est pas dit. Et heureusement, parce que ça aurait été encore plus lourdingue. Et alors là, j'aurais pété un boulard. Mais je veux dire, c'est en sous-texte quand même. C'est quand même en sous-texte. Franchement, ça y serait. Franchement, moi, je l'ai pas senti du tout. Ah, moi, je l'ai senti, évidemment. Bah non, parce que en fait, tu peux. Non, mais c'est dans le concept, c'est pas un point de vue, je suis d'accord. Tu vois, c'est ça. Ça aurait été un point de vue au moins s'il y avait ça. Oui, mais c'est pas un point de vue. En fait, c'est que là, le truc, c'est que la nana, elle lui reproche de les avoir quittés. Parce que c'est ça aussi. Oui, bah, c'est ça. Et en fait, d'être mort dans un accident de bagnole, en gros, quoi. Oui. Non, elle lui reproche de les avoir abandonnés quand même. Abandonnés, on sait pas pourquoi. Bah, ça veut tout dire, ça c'est quand même appuyé ce que je dis et quand même appuyé même par la relation entre lui et sa fille. Non, parce qu'on sait pas pourquoi. Non, c'est pas. On le sait à un moment donné. Non, mais tu te doutes, à un moment donné. T'as pas regardé le film, toi, s'il faut qu'on t'explique. Si tu suis la psychologie du personnage et qu'il n'est pas parti sauver le monde dans le futur, en vrai, c'est parce qu'il se fait chier dans sa vie de prof alors que c'est un ancien mec des forces spéciales. C'est pas suffisant pour lâcher sa femme. Et il tombe dans la dépression, et il finit par se séparer, et il finit par se séparer. Non, ce qui est une façon littérale. Ce qui est une vraie explication. Bah si, c'est une façon. Oui, mais c'est ce qui est connecté au thème que je te dis. C'est ce qui est une façon sous-texte de te dire vous nous avez abandonnés, donc prenez vos responsabilités. Tu vois, grosso modo, mais on s'en fout. Mais le truc que je voulais dire, juste pour finir, parce que je pense que j'ai plus rien à te dire sur ce film, hormis qu'il est bien gentil le pépère à te dire, moi ça me fait rire quand on te dit ouais, mettez à fond, genre mettez à fond, regardez le film à fond, le regardez pas parce que vous allez voir, grosso modo, vous allez en prendre plein la gueule. En fait, en réalité, t'as deux scènes qui sont, moi, ma foi, sympathiques, hein, tu sais, avec un regard torve d'amateur de série Z, une petite baston contre des aliens, je suis jamais contre, et quand ça défouraille un peu, ça me fait plaisir, et y a pas de souci, même si j'aurais aimé que ça soit un peu trashouille, mais bon, grand public oblige. Mais en réalité, sa musique et ses gros boum boum dans tous les sens, c'est sur des plans interminables, de gens qui montent dans des hélicoptères, d'hélicoptères qui partent d'un endroit à un autre. En fait, c'est un truc qu'on fait pour combler du vide. Donc c'est une énorme musique martiale qui veut qu'on écoute à donf les bananes, c'est quand le film ne raconte rien. Donc on te met de la grosse musique, genre regarde j'ai des gros hélicoptères, regarde j'ai plein de soldats, regarde c'est super. Teubé quoi, jusqu'au bout. On va encore dire que je fais mon monomaniaque, moi j'échange pas mon baril de Michael Bay contre ça quoi, tu vois. Mais là je suis d'accord, même moi qui aime pas certains des films de Michael Bay que tu aimes, je les cautionne 1000 fois plus que ce genre de truc. Non mais au moins le mec il y va à fond. Bon. Voilà. Bah donc, pour conclure, clairement, The Tomorrow War, on ne le verra pas. Vous pouvez non, c'est un film de trou duc. Faut vraiment pas perdre son temps avec ça. Qu'est-ce qu'on regarde à la place? Oh là. Un film de Michael Bay? Bah, par exemple, mais bon, ça ils le savent, les gens qui nous écoutent, qu'il faut regarder les films. Non, mais quand t'as pompé tous les films qu'on a cités, autant revoir les films qu'on a cités, parce que un bon Starship Troopers. Franchement, tu sais, tu regardes Starship Troopers 45 fois, tu regardes Aliens 45 fois, tu prendras toujours plus de plaisir qu'une seule fois ce truc. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes peut-être un peu maso ou vraiment vous avez rien d'autre à faire, vous voulez vous faire votre propre avis, The Tomorrow War est disponible depuis le 2 juillet sur Prime Video. Et vous en pensez quoi? Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut tout savoir. Dites-nous ça sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ces 2 dernières semaines, on vous a parlé de Luca, le dernier Pixar, et de Deep House, film d'horreur réalisé par les 2 Français, Julien Maury et Alexandre Bustillo. On avait eu la chance de les recevoir ici pour une longue interview. Alors Alain, est-ce que cette histoire de maison hantée sous-marine, et est-ce que ce dernier petit film d'animation de Pixar ont inspiré nos auditeurs ? Bonjour Capture Mag, j'ai donc vu sur Disney+, le dernier film des studios Pixar, Luca. J'ai été charmé et touché par ce film. Film qu'on peut dire petit film, je pense que c'est finalement ce qui fait sa force. Surtout dans ces derniers instants, où il recontextualise vraiment tous ces petites pastilles de vie estivale qu'ont vécu ces 2 jeunes garçons. Et moi ça m'a
vraiment touché. J'étais submergé par l'émotion, j'ai versé mes larmes. Et ça transforme vraiment le film en vraie carte postale nostalgique qui fait vraiment son effet. Au niveau de Luca, écoutez, nous, ça a été très bien reçu à la maison. Je vais donner l'avis qui fait chier, mais l'avis du daron. J'étais bien, ils étaient bien, il n'y avait pas de complications, c'était clair, il n'y avait pas de stress, c'était bon. C'était un film peut-être familial, mais au sens où vraiment, c'est vraiment pour toute la famille, et toute la famille prend son kiff. Et je pense que, vu que c'est Pixar et que c'est très bien fait, faut le prendre comme ça. C'est pas parce que c'est un film plus simple que ça en fait un moins bon Pixar. Et ça, je pense qu'il faut savoir le dire à un moment. Salut Capture Mag, j'espère que tout le monde va bien. Hier soir, j'ai regardé Lucas et il y avait 2 garçons. Et en fait, aussi, ils ont rencontré le papa de la petite fille. Il y avait aussi un chat. Parfois, qui griffait un garçon parce qu'en fait, il savait que c'était... On va dire des monstres des mers qui, quand ils sortaient de l'eau, ils devenaient des humains. Mais mon personnage préféré, c'était le chat parce que parfois, il faisait des trucs rigolos. Moi, mon personnage préféré, c'était la fille, les 2 garçons et le papa. Le film, il était très 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 intéressant. J'ai aimé le film. Au revoir, Capture Mag. Au revoir. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Yannick, Stéphane, merci de nous avoir éclairés de vos lumières. Merci Clément. Je pense pas que c'était des lumières ce soir. C'était juste, je pense qu'on s'est ennuyé profondément en réalité pendant 2h20, c'est pour ça. On est un peu vénère. Merci d'avoir réchauffé nos tympans. On remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes samedi soir au Club de l'Étoile. On fêtait les 9 ans de Capture Mag avec la projection de Mort ou Vif. Si vous l'avez raté, rendez-vous l'année prochaine pour les 10 ans. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve après-demain, parce qu'on est comme ça. On a envie de finir l'année en mettant les bouchées doubles. On parlera du nouveau blockbuster signé Marvel, Black Widow. Allez, salut! Restez pas là, y a rien à voir, dégagez!